Bonjour tout le monde, ici Francis Paquin et bienvenue au Balado Box, le compte de 8. Cette semaine à l'émission, Fury en fait voir de toutes les couleurs à Wilder, Garcia vraiment confortable à 147 livres et un combat éliminatoire pour Babyface. C'était avec plaisir que je retrouve Monsieur Adrien Meur. Salut Francis. Adrien, on a pris une petite semaine de vacances pour se reposer, un peu comme Deontay Wilder, on était épuisés après ce dur combat. Avec nos costumes qu'on porte tous les jours. Là, ouais. C'est vraiment pas facile. On se posait toutes sortes de questions dans les semaines précédentes au sujet de Tyson Fury. On se disait, son poids à 270 livres, est-ce que ça allait être trop? Changement d'entraîneur à 8 semaines avant le combat. Et finalement, on n'a pas regardé dans la bonne direction. Ce qu'il fallait regarder, c'est Deontay Wilder, qui a tout simplement été à court de réponse contre Tyson Fury, qui a dicté l'allure du combat de la première à la dernière seconde. Exactement. Et pourquoi est-ce qu'il a dicté l'allure de ce combat? C'est parce qu'il a été beaucoup plus agressif que dans le premier combat. Et c'est une stratégie qui m'a particulièrement surpris personnellement, mais pourtant il avait annoncé à tout le monde, à tous ceux qui voulaient l'entendre, qu'il allait être plus agressif, qu'il allait chercher le KO contre Wilder. Alors que normalement, le KO, c'est bien sûr la spécialité de l'Américain. J'ai été surpris par cette stratégie, mais en même temps, c'était la bonne stratégie. Ça a super bien marché. Et quand tu fais face à un puncher comme Wilder, il y a deux manières de l'empêcher de développer sa puissance. Parce que pour un cogneur, pour développer la puissance, il faut qu'il ait les pieds bien en place. Alors, la première manière, c'est ce qu'il avait fait dans le premier combat, c'est de ne pas rester face à lui, c'est-à-dire de se déplacer à droite ou à gauche, de se déplacer latéralement. Ou alors de faire ce qu'il a fait dans le deuxième combat, c'est-à-dire d'avancer sur Wilder, de faire reculer l'Américain et de l'empêcher de poser ses pieds. Il était toujours sur les talons. Et on sait que Wilder, pour développer sa puissance, il réussit souvent ses KO quand il avance sur l'adversaire. Il fait un grand pas avec son jab. Il se lance vraiment dans son jab direct. Il fait un très grand pas. Regardez les KO contre Dominic Breazeale, l'arbitre les sépare. Il revient quasiment en courant et il se lance vraiment dans son coup. Et quand il recule, il ne peut pas faire ça. Il n'a pas l'assise nécessaire pour développer sa puissance. Et même s'il a atteint Fury quelques fois avec sa droite, le Britannique a réussi à encaisser comme il faut. Et ses droites à lui, par contre, ont eu beaucoup plus d'impact. Il faut dire qu'il y avait du poids supplémentaire. Et il a fait toutes sortes de petites choses vraiment très efficaces contre Wilder. Généralement, quand il y a une revanche, c'est une question d'ajustement par rapport au premier combat. Et c'est généralement le boxeur le plus technique qui arrive à faire ces ajustements. Dans ce combat-là, je me disais que c'était peut-être Wilder qui allait les faire, les ajustements, parce que je ne voyais pas comment Fury pouvait être meilleur que dans le premier combat. Il a été meilleur en changeant complètement de style, et donc c'est lui qui a fait les plus gros ajustements clairement, mais ça a été particulièrement efficace. Et il y a plein de petits trucs. Il y a eu, par exemple, dès qu'il y avait un accrochage, il mettait tout son poids sur le dos de l'Américain, et on sait qu'à 273 livres, c'est un petit peu plus lourd que le costume de Deontay Wilder et ses 40 livres, 45 livres, qui soi-disant l'ont fatigué, on y reviendra. Mais c'est vraiment le fait qu'il se penche, qu'il mette tout son poids sur le dos de Wilder, le fait que Wilder arrive déjà 15 livres plus lourd, il devait porter ce poids supplémentaire auquel il n'est pas habitué. Tous ces éléments-là ont fait en sorte que Wilder a été fatigué un peu plus rapidement, mais c'est surtout au troisième round, cette droite qui est arrivée directement sur l'oreille. On a vu quand il est revenu dans son coin, l'oreille qui saignait. On sait que le centre de l'équilibre chez l'être humain, c'est dans l'oreille interne. Quand on se fait atteindre sur l'oreille, bien souvent, on a du mal avec son équilibre pendant un petit moment. Et à partir de ce troisième round, Wilder n'a jamais retrouvé son équilibre. Et quand tu n'as pas ton équilibre, quand tu n'as pas tes pieds, ça lui a vraiment coupé les jambes, cette droite. Quand tu n'as pas tes jambes, tu ne peux pas développer de puissance. La puissance vient des pieds, vient du sol. Et Wilder, dès qu'il avait les jambes coupées, tu lui enlèves sa plus grande arme, sa puissance. Il n'a rien pu faire dans ce combat-là. Il s'est fait totalement dominer du premier au dernier round, jusqu'à l'arrêt de l'arbitre qui aurait pu arriver plus tôt. Ça aurait pu être l'arbitre, plutôt que de lancer la serviette dans le coin de Wilder, ça aurait pu être l'arbitre qui l'arrête. À partir du cinquième, on voyait que Wilder était plus, il avait plus d'équilibre, il avait plus ses pieds. Chacun des coups de Fury avait un impact sur lui, ça le faisait reculer, la tête qui repartait en arrière. C'était vraiment, le jab, on dit un peu un whiplash là, en anglais. Là. C'était percutant à chaque fois. Oui, ça faisait partir la tête en arrière, très précis avec sa droite. Encore une fois, son jab a été, comme dans le premier combat, son jab a été particulièrement efficace, très précis.
et il a utilisé régulièrement. Ses feintes aussi, j'ai beaucoup aimé. J'aime bien quand il feinte avec son pied avant. Il feinte le jab et ça fige Wilder. Et ensuite, il peut partir une autre attaque modifiée, soit changer son angle, soit feinter et avancer pour lancer son jab et sa droite qui suit. Donc ça a été vraiment des petits ajustements de la part de... Il a pris ce qui marchait dans le premier combat et il l'a adapté à cette nouvelle stratégie. Ça a été une performance impeccable de la part de Fury. J'ai vraiment été impressionné. Je lui donnais pas tant de chances de l'emporter par KO. Je pensais qu'il allait outboxer Wilder, mais pas qu'il allait le faire reculer et imposer sa force et son Parce qu'on se physique. souvient, le préparateur physique de Luis Ortiz, qui a affronté 2 fois plutôt qu'une Deontay Wilder, avait dit la clé pour ce combat-là, c'est d'éviter la droite. On se disait un peu à la rigolade, c'est bien beau de dire qu'on va l'éviter la droite, mais dans le fond, comme tu mentionnais un peu plus tôt, Fury n'a jamais donné la chance à Wilder d'utiliser cette fameuse droite, et sans dire qu'il est soudainement devenu un boxeur incompétent, on sentait qu'il n'y avait pas nécessairement beaucoup d'outils dans son coffre. C'est une métaphore que les entraîneurs d'ici utilisent souvent. On a vu qu'il était un peu démuni, justement, devant toutes ces tactiques qui, certains diront que c'était à la limite de la légalité, mais je reviens souvent sur cet exemple-là. Orlando Salido, lui, s'était pas enfargé dans les fleurs du tapis. Avec le Bachenko, Il avait vraiment pris tous les trucs du livre. Tyson Fury, c'est un boxeur qui est expérimenté. On voit juste l'équipe qu'il y avait autour de lui. Toute l'équipe du Kronk Gym avec Sugar Hill en tête, c'est des gens qui ont Hill, on le sait très bien, c'est le neveu de Feu Emmanuel Stewart, beaucoup d'expérience. On voyait Andy Lee qui est un proche de Tyson Fury. D'ailleurs, c'est lui qui avait convaincu Fury de regarder du côté du Kronk pour amener un peu de sang neuf, une nouvelle philosophie, et ça a été un succès sur toute la ligne. Je ne sais pas pour toi, ça fait quand même plusieurs années qu'on regarde la boxe de façon peut-être au début plus globale avec les gros poids lourds. Là, je me souviens de Michael Moorer. D'ailleurs, on voyait Lennox Lewis qui était analyste pour l'événement à la télévision à la carte. Ça rappelait toutes sortes de souvenirs. Oui, il s'est rejoint sur le ring avec Tyson, Holyfield. Je me souviens pas d'une prestation. Là, ça a été vraiment impressionnant. Là, c'est un extreme makeover quasiment pour Tyson Fury. Oui, parce que c'était pas le Tyson Fury qu'on voyait d'habitude. C'est la première fois qu'on le voyait agressif comme ça, boxer pour le KO. Et tu nous avais prévenu il y a 2 semaines que le Kronk Gym porte la signature des KO, que c'était pour ça qu'il l'avait rejoint. Moi, je pensais que c'était de l'intox, mais finalement, tu avais raison. Ils étaient partis, Fury est parti au Kronk Gym pour ça, pour avoir cette expertise des KO, de comment adapter sa stratégie pour arriver à son objectif. Mais il ne faut pas lui enlever tous les fondamentaux qu'il possédait, parce que sa technique lui a permis, il savait, il pouvait s'installer là-dessus et se permettre peut-être un petit peu de fantaisie. Et on se demande aujourd'hui qui peut arrêter Tyson Fury. Oui, et en plus, ce qui est bien, c'est que cette stratégie agressive, offensive, si ça ne marche pas, s'il se fait atteindre, s'il se fait ébranler, il peut revenir à son ancienne stratégie de boxer, de se déplacer, de boxer à l'extérieur. Donc il a vraiment plusieurs options, alors que Wilder, lui, tu l'as dit, son coffre à outils est très limité. Il y a 2 outils, jab direct, et voilà. Et quand tu arrives à neutraliser ces 2 outils-là, il reste plus grand-chose. On n'a pas vu un grand Deontay Wilder, mais il faut dire qu'à partir du 3e round, on n'a rien vu de Wilder parce qu'il n'avait plus ses jambes. Et qu'à partir de là, on savait que c'était juste une question de temps parce qu'il ne peut plus rien faire s'il n'a pas son assise, s'il n'a pas les pieds bien plantés au sol. Donc à partir du premier knockdown, pour moi, c'est déjà la fin du combat. C'est juste académique le reste parce que... pas académique, mais c'était prévisible à partir de ce moment-là, l'issue du combat par KO. Que Wilder n'allait pas aller jusqu'au bout des 12 rounds. On voyait son langage corporel était très mauvais. On voyait qu'il n'y avait plus d'énergie. Et son coin, par contre, j'ai pas trop aimé le fait que ça soit Breland qui doive lancer la serviette. Ça aurait dû venir de son entraîneur. Et on sait toute la controverse qu'il y a eu après. Oui, d'ailleurs, pour ceux qui n'auraient peut-être pas suivi le dossier, Wilder a fait un genre de tournée médiatique 2 jours seulement après sa défaite. Donc, le lundi, il a accordé des entrevues aux principaux médias américains qui couvrent la boxe et en avait beaucoup contre Breland. D'ailleurs, on avait laissé entendre qu'il avait été congédié, mais là, finalement, aux dernières nouvelles, il a conservé son poste dans l'équipe. Mais on se souvient à quel point Wilder, c'est quelqu'un qui est impulsif, si je peux utiliser cet adjectif qui atténue un peu la situation. On se souvient ce qui est arrivé avec Rosenberg, qui avait demandé à l'entourage, à l'entraîneur, s'il pouvait avoir une libération pour aller faire un contrat de Cutman pendant une fin de semaine. L'entraîneur avait dit pas de problème.
Amber voulait être discret, pas déranger la préparation de Wilder. Et Wilder l'avait appris. Il avait renvoyé son Cutman après ce combat-là, ce qui avait une décision là, qui avait absolument aucun sens. Et ce qui est drôle, c'est que Wilder, dans ses explications, disait « Moi, j'ai tenu des propos dans le passé qui disaient que j'étais prêt à tuer un adversaire dans le ring, mais là, c'est parce que ça vaut aussi pour moi. Moi, il est hors de question que mon coin jette l'éponge. Il faut me laisser mourir dans l'arène. Ça a complètement aucun sens. » Ouais. Et de toute façon, le boulot du coin, c'est de protéger le boxeur. C'est leur travail. Si le boxeur est décédé après un accident grave après le combat, c'est sur eux que ça va retomber la responsabilité. C'est pas Wilder qui doit choisir. Lui qui soit prêt à mourir dans le ring, ok, c'est ton problème, c'est ta décision, mais ton coin, ils sont là pour te protéger. C'est ce qu'a bien fait Mark Breland. C'est pas un hasard que ce soit Breland qui l'ait fait, qui ait lancé la serviette, parce que c'est un ancien boxeur, contrairement au coach principal de Wilder. C'est lui qui est le mieux placé pour comprendre les conséquences des coups que recevait Wilder. Oui, parce qu'il savait pertinemment que la carrière de Wilder, malgré la situation, malgré qu'il paraissait mal, sa carrière n'est pas du tout terminée. D'ailleurs, il va avoir un rubber match le 18 juillet au MGM Grand de Las Vegas. Donc, il savait qu'il y avait un avenir, un futur. Là. C'est pas, Et c'est lui qui a pris la meilleure décision. De toute façon, décision. en aucun cas, les mentalités ont changé dans le monde de la boxe. Les entraîneurs doivent agir. Et c'est celui qui a pris la meilleure décision, Breland. Ça aurait dû être l'entraîneur principal qui prenait cette décision. Il ne l'a pas prise. Breland a fait son travail. Ça aurait pu être l'arbitre aussi. Mais on comprend que dans un combat championnat du monde, l'arbitre laisse la chance au maximum, surtout après ce qui s'est passé au premier combat avec Fury qui a ressuscité de ce knockdown au 12e round. Donc, je comprends l'arbitre de ne pas avoir arrêté le combat immédiatement, mais il aurait pu le faire. Ça n'aurait pas été loin d'être un scandale s'il l'avait fait. Donc, j'ai beaucoup de mal avec ça parce que, d'autant plus s'il y a il va y avoir un troisième combat qui va être probablement cet été. Il va falloir faire des ajustements du côté de Wilder, bien évidemment. C'est toujours ce qu'il faut faire dans un combat revanche, encore plus dans un troisième combat. Et on sait que Fury peut boxer de deux manières, battre Wilder de deux manières, le dominer de deux manières différentes. Il va falloir que Wilder y trouve une autre manière de boxer, faire des petits ajustements. Mais pour ça, il faut d'abord, si tu veux faire des ajustements, corriger tes erreurs, il faut d'abord t'avouer à toi-même que tu as fait des erreurs, les identifier pour pouvoir les corriger. Et là, c'est pas ce qu'on a senti là, dans les entrevues qui ont été accordées. Non. Wilder, il a donné l'excuse de son costume qui était trop lourd. D'ailleurs, il y a des loustiques sur Internet qui ont rapidement réagi à ça parce que, dans le fond, Wilder dit que le costume qui pesait plus de 40 livres, là, devait monter des marches, était épuisé, avait plus de jambes. Mais il y a des gens qui ont sorti une entrevue qu'il avait donnée au balado de Joe Rogan dans laquelle il explique qu'il s'entraîne avec une veste qui pèse, je te le donne en 1000, 45 livres et qui fait ses exercices. De toute façon, c'est une méthode d'entraînement qui est reconnue. Combien de fois on a vu des séances vidéo de boxeurs qui courent avec des poids aux chevilles ou dans leurs vêtements d'entraînement. Donc, c'est un peu prendre les gens pour des idiots. Là. C'est vraiment se trouver des excuses. Et c'est ce que j'aime pas Pourtant, juste après le combat, dans le ring, il avait un bon discours. C'est-à-dire, le meilleur boxeur a gagné ce soir, ça arrive, je vais revenir plus fort, etc. Ça, c'est la bonne attitude à avoir. C'est surtout l'attitude pour mieux performer dans le combat suivant. Mais dans les jours qui suivent, j'ai pas du tout aimé le discours. Il a mis le blâme sur Mark Breland, sur son coin, sur l'arbitre, sur le costume, sur tout le monde, mais pas sur lui. Aucunement sur lui. Il n'a pas dit j'ai fait des erreurs, il n'a pas dit j'ai mal fait telle chose ou telle chose. Et c'est là que ça me dérange beaucoup parce que si tu assumes pas le fait que tu as fait des erreurs, tu vas jamais les corriger. Il va revenir avec le même plan de match, la même stratégie au troisième combat. Puis oui, il est mort de rire, il va refaire la même chose et ça a été une domination totale. Il n'a pas existé dans ce combat, Wilder. Il a touché avec la droite dans les deux premiers rounds, peut-être 3-4 fois peut-être maximum. Et c'est tout ce qu'il a fait dans le combat. Le reste, il a encaissé des coups, il a montré beaucoup de cœur. Il a montré qu'il restait là pour se battre et qu'il essayait quand même jusqu'à la fin. Mais il s'est fait complètement dominer. Et s'il revient dans le troisième combat avec la même stratégie, ça va être le même résultat. On aura évidemment l'occasion d'y revenir au cours des prochaines semaines parce que ça va arriver, la revanche, rapidement cet été. Mais à la lumière de ce que tu as vu pendant le deuxième combat, est-ce qu'il y a de l'espoir? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles Deontay Wilder peut bâtir pour espérer venger ce cuisant revers qu'il a subi? Il faut qu'il avance. À mon avis, c'est sa seule solution, c'est que pour être efficace dans sa boxe, il faut qu'il avance.
Mais le problème, c'est qu'il y a un gars de 273 livres en face de lui qui a une plus grande portée, qui est lourd et qui, il a montré qu'il peut frapper fort. Quand il frappe précis au bon endroit, ça fait mal. Ça a envoyé Wilder au sol 2 fois. Il va falloir qu'il avance. À mon avis, c'est ça la grosse clé, parce que la plupart de ses KO, c'est vraiment quand il fait ce step avec le jab et qu'il envoie la droite derrière. Il met vraiment tout son poids, il se lance dans ce coup. Et il ne peut pas faire ça en reculant. Et les seules fois où il a réussi à atteindre la cible dans ce deuxième combat contre Fury, c'est quand l'arbitre séparait les deux. Et là, il revenait rapidement en avançant, mais Fury le faisait reculer tout de suite. C'est vraiment le fait d'être sur les talons, où il ne pouvait pas mettre de poids dans ses coups, il ne pouvait pas mettre la puissance habituelle. Et c'est sa seule arme. C'est sa seule manière de gagner. Il ne gagnera pas au point contre Fury. Sa seule manière de gagner, c'est par KO. Et pour réussir ce KO, il faut qu'il avance sur Fury. Parce qu'on se demandait, Fury avait beaucoup de succès, mais la grande question, c'est est-ce qu'il peut maintenir le rythme pendant 12 rounds? Là, évidemment, on ne le saura pas parce que le combat s'est terminé avant. Mais il paraissait un petit peu fatigué à la fin, un peu avant le KO. On voyait que il ne fallait pas qu'il y ait 5-6 rounds de plus parce qu'il commençait à baisser en énergie. Bien évidemment, Wilder lui baissait beaucoup plus en énergie parce qu'il encaissait ces coups-là. Mais si Wilder avait été capable de prendre ces coups-là, est-ce que la fin du combat aurait pas été plus difficile pour Fury? Probablement. Mais il faut qu'il l'amène là. Bon, ça fournit quand même une partie de la réponse à la question à laquelle je t'ai posée, parce que c'est une stratégie qui est assez commune dans le monde de la boxe, c'est-à-dire laisser le boxeur s'épuiser, laisser justement l'orage passer. On l'avait vu avec Eleider Alvarez contre Sergei Kovalev, sauf que parfois, l'orage se termine jamais. Avec un éclair, tu te fais prendre par un éclair. Ouais. Donc, mais j'ai du mal à voir Wilder battre Fury dans un troisième combat. Après, on ne sait jamais avec Wilder, il peut paraître mal pendant tout le combat et sortir une droite qui te met KO. Mais j'ai l'impression qu'avec cette stratégie d'avancer sur lui, Wilder ne sait pas trop quoi faire. Quand il recule, il n'a jamais boxé en reculant de toute sa carrière. Et en plus, ça affecte ta confiance. Quand tu es un cogneur qui met tout le monde KO et que là, tu as un gars qui avance sur toi, que c'est la première fois que tu as vu que tu es obligé de reculer devant l'adversaire, mentalement, c'est beaucoup plus dur de revenir et de garder cette confiance en soi qui te permet de ne pas hésiter au moment de lancer tes coups. Il y a beaucoup de gens qui espéraient un méga combat d'unification avec Anthony Joshua à la lumière de ce combat, d'autant plus que ça donnerait une promotion incroyable entre Fury et Joshua, 2 boxeurs britanniques. Est-ce que le Wembley Stadium serait assez grand pour accueillir tous les amateurs intéressés par cet événement? Mais Wilder avait le droit d'exercer une revanche. Il s'est prévalu de la clause qui figurait au contrat, et explique peut-être pourquoi Anthony Joshua, lui, a décidé d'affronter son aspirant obligatoire à l'IBF, Kubrat Pulev. Ça va être présenté au stade de Tottenham à Londres. Ça va être le premier combat de Joshua quand même depuis un certain temps en Angleterre. C'est battu, on sait, en Arabie Saoudite, et précédemment, c'était au Madison Square Garden de New York contre Andy Ruiz-Fils les 2 fois. Donc j'ai l'impression que ça va susciter, malgré le fait que Pulev est peut-être pas le combattant que tout le monde attendait, quand même beaucoup d'engouement, étant donné que c'est le retour de l'enfant chéri. Il le fait par la grande porte parce qu'il a été en mesure de venger la défaite qu'il avait subie. Oui, et contre Pulev, ça va être un autre type d'adversaire, mais c'est quand même un boxeur qui est très expérimenté, le Bulgare, qui a beaucoup de combats contre des boxeurs de haut niveau. Je ne pense pas qu'il ait les qualités pour vaincre Joshua, mais on sait que Joshua n'a pas un menton à toute épreuve. Pulev a quand même une bonne puissance, donc un bon jab aussi. C'est un gars qui est pas très sexy, on va dire, entre guillemets, dans sa boxe, mais qui est quand même très efficace. Il a un jab qui est lourd, il a quand même une technique correcte, mais je pense qu'avec le physique supérieur, il est plus grand, plus large. Joshua, ses coups pèsent plus fort, et avec cette défaite contre Andy Ruiz, il est un peu plus... je pense qu'il va avoir une approche un peu plus prudente dans ses combats, parce que jusqu'à maintenant, quand il arrivait à sonner l'adversaire, il se jetait sur lui pour le terminer le plus rapidement possible. C'est ce qui lui a coûté la défaite dans le premier combat contre Ruiz, parce qu'il s'est fait contrer à ce moment-là. Je ne pense pas qu'il va répéter ce genre d'erreur. Joshua, c'est un gars qui est intelligent, qui réfléchit bien, qui est capable d'identifier ses erreurs et de dire « Ok, ça, il ne faut plus que je recommence parce que c'est à cause de ça que j'ai perdu. Je ne veux pas reperdre une deuxième fois. Je répéterai plus cette erreur-là. » Je pense qu'on verra dans le futur un Joshua un peu plus prudent, un peu plus conscient de sa vulnérabilité au niveau de la mâchoire.
Parlant de l'IBF, il y a un ancien champion de la division qui s'est bien positionné dans le but de redevenir à l'avant-plan. C'est Charles Martin qui a remporté un combat éliminatoire pour la 2e position. On sait que Pulev occupe la première, mais il va automatiquement être déclassé étant donné, après son combat, là, qui gagne ou qui perd, il n'y aura plus de premier aspirant. Martin qui affrontait Gerald Washington, oui, un boxeur qu'on a quand même passablement vu souvent au cours des dernières années. On l'a malheureusement souvent vu du côté de la défaite et l'histoire s'est répétée. Et Martin, ça a été intéressant comme prestation parce que l'événement présenté à la télévision à la carte avait été, somme toute, pour être poli, très plate. Et Martin, une victoire avant la limite, ça a bien réchauffé la foule avant ce combat de revanche entre Fury et Wilder. Oui, et il a maîtrisé le combat de bout en bout, Martin. Avec Washington, on sait qu'il a commencé sa carrière très tard, c'est un ancien joueur de football, et on a pu voir la différence. Pour expliquer un peu, c'était du côté de Washington, c'est un très bon athlète qui est pas mauvais en boxe, et de l'autre côté, Martin, c'était un bon boxeur qui est pas un mauvais athlète. Et on a vu la différence, c'est que c'était beaucoup plus naturel du côté de Martin, qui a atteint la cible souvent. Il contrôlait avec son jab, il a atteint la cible avec sa gauche régulièrement, par-dessus le jab de Washington, qui, même s'il se déplace bien, fait souvent des erreurs en défense, et il l'a payé cher. Il a un jab qui s'est fait contrer par un direct du gauche, directement au menton, et c'était terminé. Il s'est relevé, mais l'arbitre a arrêté le combat justement parce qu'il avait plus ses jambes, et Washington, ça commence à faire plusieurs KO de suite qu'il subit. Il est plus tout jeune, je pense qu'on s'approche de la fin pour lui. C'était un petit peu le combat de la dernière chance pour lui pour remonter dans les classements et espérer un nouveau combat de championnat du monde. Je ne pense pas que ça va arriver tout de suite, à moins qu'il enchaîne 3-4 victoires significatives de suite. Mais ça commence à faire plusieurs défaites, des dures défaites pour lui. Donc je pense qu'on s'approche de la fin de son côté. Pour Martin, le problème, c'est que si il devient aspirant de Joshua, ça va être une revanche. Et le premier combat, c'est pas très bien passé pour lui. C'était terminé par KO, 2e round. Il n'avait pas existé dans ce combat. Et s'il y a un 2e combat, ça ne m'étonnerait pas que le résultat soit le même. Martin est un boxeur qui est pas mauvais, mais qui est une coche en dessous. Il n'est pas assez bon, à mon avis, pour battre les champions. On voit que c'est quand même assez naturel pour lui, sa boxe, mais il manque de talent pur, si tu veux. Il manque aussi de physique par rapport à des géants comme Joshua, comme Fury. Donc, il va probablement décrocher un combat de championnat, mais je ne le vois pas remporter une ceinture. Donc, on va voir parce qu'il risque d'être sur la voie d'évitement assez longtemps, là, d'autant plus que Joshua va respecter ses obligations à l'IBF. Et pour les poids lourds, c'est quoi? C'est 1 an là, minimum qu'il va attendre. Il y a probablement un combat contre Fury. Si Fury gagne le 3e, même s'il perd, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait un combat contre Joshua. Donc, Martin, il va peut-être falloir qu'il se trouve d'autres adversaires en attendant. Un autre boxeur qu'on a surveillé au cours des derniers jours, c'est Mickey Garcia. On se souvient, avait grimpé de deux catégories pour affronter Errol Spence. Ça avait été un combat extrêmement difficile. Là, il était de retour à 147 livres pour affronter Jesse Vargas. Ça a été une victoire par décision unanime des juges, des cartes de 116-111, 116-111 et une de 114-113. Vargas qui a visité le plancher pendant le combat. Là, si on ne regarde pas les détails, on se dit, bon, il a réussi son passage officiel chez les mi-moyens, mais je ne suis pas convaincu que c'est nécessairement là, une catégorie de poids où ce boxeur-là, qui est excellent, il a été champion dans 4 catégories différentes depuis le début de sa carrière. Il a commencé à 126, il est rendu à 147, c'est beaucoup. Il semble avoir carrément atteint sa limite, parce qu'un boxeur du talent de Mickey Garcia, on ne veut pas le voir contre les Jesse Vargas de ce monde, on veut le voir contre les meilleurs, parce que c'est ce qu'il est fondamentalement. Ouais. Et Jesse Vargas, même si c'est pas un mauvais boxeur, c'est pas l'élite de la division, c'est pas les Spence, les Crawford, les Thurman, les Pacquiao. Donc il est juste une coche en dessous. Il est compétitif contre ces gars-là, mais généralement il se fait battre dans les combats contre l'élite. Là ça a été le cas encore, mais il a très bien commencé par contre. Vargas, j'ai bien aimé le début de combat avec son jab, surtout son jab à la tête, au corps, qui était très efficace, qui tenait, qui a arrêté Garcia dans son élan. Il faut dire que Garcia, c'est un petit peu comme Lomachenko, c'est un gars qui commence lentement, qui prend l'information dans les premiers rounds, qui regarde les tendances de l'adversaire, qui regarde les ouvertures, et qui ensuite, quand il a pris toute cette information-là, il se fait un petit plan, une petite recette, et il passe à l'action. Là, il est passé à l'action avec son classique direct après le jab.
C'est ce qu'il fait très très souvent. C'est pas une boxe qui est particulièrement flashy, celle de Mickey Garcia, mais c'est très très efficace et ses fondamentaux sont juste parfaits. C'est le boxeur classique. Tout ce qu'il fait, c'est by the book et il fait très très peu d'erreurs. Un bon jeu de pied, toujours à se donner des angles. C'est pas un jeu de pied à la Lomachenko ou à, par exemple, Madrimov qu'on a pu voir en sous-carte la semaine dernière, qui est très très dynamique sur ses pieds, mais par contre c'est très précis comme jeu de pied. Il place ses pieds au bon endroit pour se donner des angles, pour se donner la bonne distance. C'est pas flashy, mais c'est très très efficace. C'est pour ça qu'il a remporté ce combat contre Vargas, c'est parce que au niveau de la technique, c'est impeccable. Ça m'a surpris qu'il l'envoie au tapis avec cette droite parce qu'il n'avait pas montré beaucoup de puissance contre Spence. Bon, en fait, il n'avait pas montré grand-chose contre Spence. Mais comme tu dis, je pense que c'est trop gros pour lui. C'est pas, contre les champions, il aura beaucoup de mal physiquement. Je pense que 140, c'est là où il peut encore bien performer. 135, ça serait le poids idéal chez les légers. Super léger, il pourrait quand même compenser avec sa technique. Mais chez les Walter, chez les mi-moyens, je trouve que la coche est un petit peu trop haute pour lui, malgré tout son talent. Et un boxeur pour lequel on s'était pris d'affection au fil des années, c'est Roman Chocolatito Gonzalez. Bon, avait défendu son titre pendant de nombreuses années, mais avait retrouvé finalement sur son passage sur Rungvisai 2 défaites, dont la dernière particulièrement violente. C'était un knockout au 4e round. Et là, il est redevenu champion du monde. Donc, c'est une belle histoire là, pour un boxeur humble et particulièrement sympathique. Oui, et qui a été le visage des petites catégories pendant des années. Et il y a juste un boxeur qui l'a battu. Et la première défaite contre Sor Rungvisai, c'était une décision très, très serrée, où il avait quand même bien fait. Il avait perdu, mais il ne s'était pas fait déclasser. Dans le deuxième combat, par contre, c'était, tu l'as dit, un KO qui faisait froid dans le dos. Mais dans ce combat-là contre Yafai, écoute, on a revu le Chocolatito des beaux jours, celui qui était le champion, qui dominait avec un volume de coups incroyable, vraiment très technique à l'intérieur, des coups au corps. Il a brisé le physique de Yafai au corps. Mais par contre, la stratégie du Britannique, je la comprends toujours pas. C'est un boxeur Yafai qui est un bon boxeur extérieur. C'est un gars qui normalement a des très bons déplacements, qui a un bon jab, qui arrive à garder l'adversaire à distance et à pas rester en face de l'adversaire. Et là, il a choisi d'échanger, de rester face à Chocolatito, de donner la plus grande chance. Le style de combat qu'il a fait contre Chocolatito, c'est le style de combat que le Nicaraguayen veut dans tous ses combats. Il veut que tu échanges avec lui, que tu te battes à l'intérieur, en combat rapproché, que tu restes devant lui. Et c'est ce qu'a fait Yafai. Et même Chocolatito a été surpris dans l'interview d'après-combat. Il a dit je ne m'attendais pas du tout à ça. Mais il est resté en face de moi, ok, tant mieux pour moi. Moi, je m'attendais à voir Yafai bouger tout autour du ring et Chocolatito le chasser un petit peu. Et ça n'a pas du tout été le cas. C'est vraiment très bizarre comme stratégie de la part de Yafai, d'autant plus qu'il a dit pendant toute la semaine avant le combat que c'était une de ses idoles, Chocolatito, que c'était un boxeur dont il avait suivi toute la carrière. Et je ne sais pas pourquoi. Et il n'a pas vu pendant toute sa carrière que c'était ça qu'il faisait. Il est resté en face de lui. Il a pensé qu'il pouvait dominer physiquement Chocolatito parce qu'il est un peu plus grand, plus costaud, qu'il allait avoir l'avantage physique. Mais comment tu peux sous-estimer un gars qui s'en va directement au temple de la renommée? Je ne la comprends pas, sa stratégie. Peut-être que s'il avait boxé à sa manière, il aurait perdu aussi, mais il se serait donné une chance de l'emporter. Alors que là, il a mis toutes les chances du côté de Gonzalez. Et il s'est fait battre par KO. Et écoute, il a eu ce qu'il mérite. Mauvaise stratégie. La prochaine fois, il y repensera 2 fois et il aura un meilleur plan de match. Mais autant Chocolatito a fait une belle performance, autant Yafai, je comprends pas quel était son plan, quelle était sa stratégie. Et c'est aussi à cause de lui que le combat a été que Chocolatito a été aussi dominant. Événement qui était présenté sur DAZN, qui avait une grande nouvelle à annoncer cette semaine, un peu plus tôt. On va inonder littéralement le marché mondial. Là, on va s'implanter dans au-dessus de 200 marchés. On était déjà présent aux États-Unis, Canada, Japon, quelques endroits en Europe, comme France, en Italie. Là, on s'en va dans le marché britannique et français. Et le premier événement là, qu'on veut mettre de l'avant, c'est le prochain combat de Canelo Alvarez. Et c'est pour ça qu'il faut croire que l'adversaire sera britannique et fort possiblement Billy Joe Saunders, car Callum Smith aurait refusé les dernières offres. Donc, ça devrait être annoncé là, incessamment. Oui, et contre Saunders, ça va faire une belle
Construction de combat, on sait que Saunders a pas sa langue dans sa poche, pas toujours très intelligent ce qu'il dit, mais au moins ça fait jaser. Et il a un style aussi qui pourrait peut-être embêter Canelo parce que c'est un gars qui se déplace extrêmement bien, un très bon jeu de pied. Donc c'est un style de boxeur qu'on n'a pas vu souvent contre Canelo. On l'a rarement vu contre des gars qui se déplacent comme ça, qui sont des boxeurs extérieurs. On l'a vu plus souvent contre je dirais pas des bagarreurs, mais des boxeurs qui cherchent un peu plus les échanges que Saunders. Le seul que je vois qui avait un style un peu similaire, gaucher, technique, qui se déplace, c'était Erislandy Lara. Et Canelo avait eu beaucoup de mal contre Lara. Ça avait été une décision partagée qui aurait très bien pu aller du côté du Cubain. Donc ça va peut-être pas faire la même chose dans ce combat-là contre Saunders. C'est pas le même style de boxeur, mais ça se ressemble un petit peu dans les qualités de Saunders et de Lara. Sauf que Saunders est un peu plus gros que Lara. Et a tendance à performer quand le moment est présent. Parce que quand les adversaires sont un peu plus faibles sur papier, ils s'endorment. Mais quand il y a des choses à prouver, on l'avait vu contre David Lemieux, peut être dominant. Et on sait que c'est un ami proche de Tyson Fury. C'est un peu le cas de Fury aussi. C'est un peu la même mentalité d'être capable, quand les projecteurs sont sur lui, d'être à son meilleur niveau, alors que quand il se battait contre Otto Wallin, Fury n'était pas aussi dominant que ce combat contre Wilder. Donc ça dépend de l'adversaire beaucoup. Canelo, c'est pas mal le meilleur adversaire que tu peux avoir au niveau de la popularité. Donc je pense qu'on va voir le meilleur Saunders possible. Et ça va nous donner un bon combat. Si c'est celui-là qui arrive, ça n'a pas encore été annoncé, mais tout indique que ça va être Saunders contre Canelo. Un petit mot en terminant sur le gala d'Eye of the Tiger qui avait été présenté la veille de Wilder contre Fury 2. Peu de choses à dire. Combat de Simon King assez expéditif. C'est ce qu'on s'y attendait. Même chose pour Bazignan. On a livré ce à quoi on s'attendait, a complètement dominé son adversaire. Ce qui est intéressant dans ce genre de combat-là, c'est qu'on pouvait suivre le travail de Marc Ramsey dans le coin après chaque round. Et ses instructions, c'est un des meilleurs entraîneurs de la profession. Intéressant de voir, continue sur la même veine, ton adversaire va finir par craquer. Et souvent, ce que Ramsey disait, ça finissait par se produire. Donc, et on l'a vu dès le début, c'est le 6e où il y a l'arrêt. Il l'atteint avec une droite au début. Et tu entends Mark Ramsey lui dire il est out, vas-y, continue. Et là, ça a été la tempête de coups et l'arbitre a arrêté le combat. Il n'y avait aucune réponse en face de Laney. Mais on a entendu les instructions de Mark Ramsey qui a tout de suite identifié. Quand la droite a fait mal à Laney, l'a fait reculer, il a vu, OK, là c'est le moment, tu mets tout ce que tu as et le combat est terminé dans 30 secondes. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et petite controverse pour Oganesian, qui était censé affronter un Français dont j'ai complètement oublié le nom présentement. Je ne l'ai pas noté non plus. Donc finalement, dit qu'il avait été malade toute la semaine, avait fait la pesée, finalement décide d'abandonner parce que ça ne fait pas. Là, on a des allégations de dopage, qu'on aurait proposé des produits pour être correct. Un beau gâchis, toute cette histoire-là. J'ai l'impression c'était écrit gros comme le bras, là, qu'on se cherchait des excuses pour avoir finalement décidé d'abandonner à la dernière seconde. Là. On voulait pas ce combat parce que je sais pas pourquoi, mais visiblement. Ça s'est déjà vu, des boxeurs qui réalisent. C'est comme on l'avait vu, je me souviens d'un combat de poids lourd à Québec. Les adversaires mexicains se moquaient. Sur papier de celui qui allait affronter Simon King, là, celui qui avait affiché un petit surplus de poids intéressant. Et quand ils avaient vu Arslanbek Mamoudov monter sur la scène, leur visage avait changé parce qu'ils se rendaient compte que, oups, c'est pas nécessairement ce à quoi on s'attendait. Donc, il y en a qui décident d'y aller, puis d'autres qui finalement changent d'idée pour éviter de faire face à leurs obligations. Là, mais bon. Éviter d'avoir mal aussi. C'est peut-être ça. Généralement, ce genre d'adversaire-là, on va pas du tout les revoir au Québec. Quand tu annules un combat comme ça à la dernière seconde, c'est pour un promoteur, ça fait mal. D'autant plus que c'était un des combats en fin de carte. Donc, quand tu es pas fiable, même quand c'est des questions de poids, que tu fais pas le poids. Et surtout que ce combat-là intéressait pas juste les gens à Rimouski, mais on voyait un peu partout sur Internet, le même BoxRec l'avait souligné dans son calendrier. Donc, forcément, on voulait attirer les projecteurs sur Oganesian et ça n'a pas pu se produire. Mais c'est que partie remise parce que Oganesian est très prometteur et on va le revoir rapidement.
Plusieurs combats dignes de mention à surveiller cette fin de semaine dans le monde de la boxe. Ça commence vendredi 11h sur les ondes d'ESPN+. Aliou Bamidele Lassisi qui affronte Norberto Jiménez. C'est un premier titre, première défense, oui, du titre international des supermouches du WBC du Norvégien qui se promène depuis le début de sa carrière, Émirats Arabes Unis, Ghana, Arabie Saoudite, Kazakhstan. Et ce qui est intéressant, c'est que son adversaire, lui, a subi la défaite par décision unanime à son dernier combat contre Yafai, qu'on a vu cette fin de semaine contre Chocolatito. C'est un combat qui avait été présenté à Providence, au Rhode Island, donc on va pouvoir se prêter à ce merveilleux jeu qu'est celui des comparaisons. Qu'on adore, on le fait chaque semaine. Également, il y a TJ Donaghy, un boxeur qu'on surveille quand même depuis un petit bout de temps. Lui, ça va être un deuxième combat pour lui depuis sa défaite face à Daniel Roman dans un combat d'unification des Supercoqs. C'est un duel qui est prévu pour 8 rounds contre un adversaire roumain qui mesure 5 pieds 10 pouces et demi. Wow. Pour la catégorie, c'est particulièrement... C'est 122 livres? Assez un colosse. Et c'est un boxeur endurant, ce Roumain-là, mais n'a pas nécessairement de plomb dans les gants puisqu'il y a seulement 2 victoires avant la limite à sa fiche. Ouais. Et Doheny avait fait une très très belle performance contre Roman. C'est un boxeur avec des qualités. On va continuer à le suivre et je pense que ce combat-là, c'est plus pour se remettre sur le bon chemin et enchaîner quelques victoires pour pouvoir redécrocher une nouvelle chance en championnat du monde. Samedi 14h sur DAZN, Scott Quigg qui affronte Jono Carroll. C'est un retour dans le ring après 16 mois d'absence pour Quigg qui a été champion des Supercoqs mais qui a été ralenti par une blessure à un bras. Ce combat-là devait avoir lieu en sous-carte de Joshua Ruiz 2 au mois de décembre, mais bon, ça a été reporté à samedi. À 31 ans, là, Scott Quigg, il a fait ce qu'il avait à faire et lui, son objectif, là, c'est des combats de championnat. Et idéalement, il aimerait venger ses défaites qu'il a subies contre Carl Frampton en février 2016 et Oscar Valdez en mars 2018. C'est quand même pas une mince tâche parce que ce sont 2 excellents boxeurs. Et Carroll, on le connaît parce qu'on l'a vu contre Tevin Farmer en mars 2019 et a remporté son combat de retour en août dernier. Oui, Carroll avait été correct sans plus contre Farmer, mais c'est difficile de bien paraître contre Farmer qui, à part dans son dernier combat, qui montre une très très bonne défense qui est dure à manœuvrer. Mais je pense que c'est un Irlandais, c'est un combat Grande-Bretagne-Irlande, mais Carroll est un peu limité, je pense. C'est un gaucher, ça pourrait peut-être un petit peu déranger Quigg, mais Quigg en a vu d'autres, notamment Frampton, qui est de bien meilleure qualité que Carroll. Le seul petit défaut pas défaut, mais le seul problème que je peux voir pour Quigg, c'est qu'il monte de poids. En même temps, s'il monte de poids, c'est parce qu'il a raté la limite dans son combat de championnat contre Valdez. Il a été forcé de monter à la catégorie supérieure. Il y a quand même en 2016, il se battait encore à 122 livres. Là, il est 2 catégories au-dessus. Ça veut dire que les coupes de poids sont difficiles. Maintenant à 130, il va pouvoir... Il est peut-être un peu plus à l'aise à ce poids-là. Plus de marge de manœuvre. Oui, mais ça veut dire que l'avantage physique qu'il avait auparavant sur les autres boxeurs, il l'a plus parce que c'est des gars un peu plus grands, un peu plus larges qui sont en face de lui. Donc peut-être que cet avantage physique, Carroll devra jouer là-dessus, mais au niveau technique, on sait que Quigg, c'est un gars qui lance beaucoup de coups, qui est très physique à l'intérieur. Ça va pas être une partie de plaisir pour Carroll. Mais écoute, c'est là-dessus qu'il doit jouer à mon avis parce que techniquement, Quigg est meilleur, il a plus d'expérience. C'est juste le physique qui est... parce que Carroll a fait toute sa carrière à 130 livres, donc c'est un naturel, contrairement à Quigg. C'est peut-être là-dessus qu'il devra jouer, mais ça va être compliqué de se faire valoir dans ce combat-là. Une sous-carte assez fournie. S'il y a un combat qui a attiré mon attention, c'est celui de Callum Johnson qui affronte Igor Mikhalkin. Johnson, on le connaît très bien parce qu'il a affronté Arthur Beterbiev. C'était à Chicago il y a de cela quelques années, en octobre 2018. Il avait réussi à envoyer Beterbiev au plancher et il est revenu en battant Sean Monahan en mars 2019. Il avait passé sur le corps en 3 rounds. Ça avait été une démolition. Mikhalkin a perdu, lui, contre un certain Alexis Kuzemski en début de carrière qu'on a déjà vu contre Jean-Pascal. C'était l'époque du fameux Jean-Pascal 3.0. Ouais. Et il a perdu contre un autre adversaire de Jean-Pascal aussi. Sergei Kovalev en mars 2018. C'était le 2e combat de Kovalev après sa défaite contre André Ward et c'était le dernier avant celui contre Eleider Alvarez où il avait perdu son titre.
de champion des mi-lourds de la WBO. Donc, c'est quand même une confrontation, je trouve, sur papier assez intéressante parce que le gagnant peut quand même s'élever à quelque chose d'intéressant. Je pense qu'il y a un titre européen en jeu. Donc, Et Michalkin, c'est un boxeur qui techniquement est correct, mais il manque un petit peu de puissance. Contrairement à Johnson, qui lui, la puissance, il en a, il l'a démontré à plusieurs reprises. Il m'avait vraiment impressionné malgré la défaite contre Beterbiev. Il avait offert une belle performance, pleine d'envie. Manque pas d'audace. Oui, c'est ce que j'aime beaucoup chez les boxeurs britanniques, c'est que on n'y va pas à moitié. On y va le tout pour le tout. Il s'est dit, Beterbiev, c'est un cogneur, ben moi aussi je suis un cogneur, on va voir qui frappe le plus fort. C'était Beterbiev, mais il l'a quand même envoyé au tapis. Il a montré beaucoup de cœur et il a montré qu'il n'avait pas froid aux yeux. C'est le genre d'attitude que j'aime bien. Les Britanniques, généralement, quand ils vont dans ces combats de championnat du monde, ils y vont pour gagner, pas pour faire de la figuration. Ils mettent vraiment toutes les chances de leur côté et ils jouent, ils y vont all-in. C'est un peu le cas c'est pas un peu, c'est complètement le cas de Callum Johnson. Et Michalkin, il a montré qu'il était vulnérable au niveau du menton. Quand il se fait atteindre solidement par un cogneur, il n'aime pas ça. Personne n'aime ça, mais lui, il aime particulièrement pas ça. Et je pense pas qu'il pourra résister pendant 12 rounds à Johnson. Mais c'est quand même un gars qui a une bonne technique, qui a des bons fondamentaux, mais qui est pas, il n'a pas un élément exceptionnel dans sa boxe, comme la puissance de Johnson ou la vitesse d'un autre boxeur. Il a rien de exceptionnel, mais il fait tout plutôt bien. Mais je pense pas que ça soit suffisant pour battre le Britannique. Un petit peu plus tard, samedi 15h, sur ESPN+, Danny Dignum qui affronte Alfredo Melli. C'est une première défense du titre européen des moyens de la WBO pour Dignum. Et évidemment, Melli a des visées sur ce titre, mais surtout sur la position que Dignum occupe au classement de la WBO. C'est 10e aspirant. Et voilà, c'est une confrontation un peu à saveur locale, entre guillemets. Donc. Et quand on entre dans le top 10, ça peut aller très vite. Oui. Surtout quand il y a des boxeurs dangereux en haut, qu'il y a des refus. On peut descendre très rapidement au 10e rang. On l'a vu avec Beterbiev. On l'a vu en France avec Goulamirian qui va chercher ses 12e, 13e aspirants parce que tout le monde avant refuse. C'est des positions très intéressantes. Dès que tu rentres dans le top 10, tu peux décrocher un combat de championnat en un ou deux combats. Et tu sais que j'aime bien les fun facts quand je regarde les boxeurs. Et Dignum est originaire d'un village qui s'appelle Bowers Gifford, dans l'Essex. Et c'est vraiment un petit village, pas beaucoup d'informations, mais on dit que c'est un lieu où il y a des bunkers qui ont servi à défendre la Tamise pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on en apprend tous les jours grâce au noble art. La pièce de résistance de la fin de semaine, bien évidemment, c'est le combat qui met en vedette Adam Kownacki contre Robert Helenius. C'est présenté samedi à compter de 20h sur Fox. C'est un combat éliminatoire des poids lourds de la WBO entre celui qui est affectueusement surnommé Babyface et l'autre qui a vraiment un surnom de méchant, de Nordic Nightmare. Sans surprise, Babyface est largement favori pour remporter ce combat-là en 15 victoires par knockout, en 20 victoires depuis le début de sa carrière. Son dernier combat contre Chris Arreola, par contre, n'a pas été de tout repos. Un record pour Arreola pour le nombre de coups de poing lancés par un poids lourd pendant un combat. 1125. J'ai regardé plusieurs fois pour être convaincu que je ne m'étais pas trompé. C'est un record, comme je le mentionnais, dans les 34 ans d'histoire de CompuBox. Et Kownacki, on le montre bien, parce que avant Arreola a affronté Gerald Washington, dont on a parlé un peu plus tôt dans le balado, et Charles Martin, dont on a aussi évoqué le nom il y a quelques instants. Oui, il commence à avoir une belle liste d'adversaires de niveau, on va dire B. Mais il les bat relativement facilement. Špilka, Yago Kiladze, qu'on avait vu récemment contre Ajakba, il avait envoyé les Nigérians au tapis. C'est un Géorgien qui est pas mauvais du tout. Charles Martin, Washington, Arreola, ça commence à faire pas mal de noms et là il veut passer au niveau A et on le comprend. Et c'est un boxeur qui est impressionnant quand même, Kownacki. Il a un physique un peu il me rappelle Andy Ruiz. Il faut pas le juger par son physique. C'est pas une statue grecque, c'est pas Joshua. Mais c'est très efficace et il lance énormément de coups pour un poids lourd. Tu l'as dit, ce combat contre Arreola, ça avait fait un record. C'est Arreola qui avait eu le record, mais lui avait lancé sensiblement la même quantité de coups, légèrement moins. Son combat contre Gerald Washington, ça a terminé après 2 minutes du deuxième round.
Donc ça a duré 5 minutes en tout. Il a lancé 141 coups. On parle d'un poids lourd de 260 livres qui lance une centaine de coups par ronde. Ça fait peur. C'est pas très joli à voir. C'est pas particulièrement technique. Parfois, les pieds ne suivent pas trop le haut du corps. Mais c'est efficace parce qu'au volume, même si les coups, le transfert de poids n'est pas parfait à chaque fois, c'est quand même très lourd derrière. Il y a beaucoup de poids derrière. Et c'est l'accumulation qui finit par peser. Gerald Washington n'avait pas tenu 2 rondes contre lui. Il s'était fait démolir. Vous pouvez trouver ce combat-là sur Internet. C'est impressionnant. Il en prend plein la figure depuis le début jusqu'à la fin du deuxième. Et il s'écroule et c'est terminé rapidement. C'est pas toujours très beau à voir, mais c'est très efficace et il y a surtout beaucoup d'action dans ces combats. Donc je pense que dans ce combat-là contre Helenius, ça va être encore le cas. Il va lancer énormément de coups. Et Helenius est un peu plus grand, a une plus longue portée, mais c'est un gars qui parfois a tendance à tomber au neutre et qui n'a pas une bonne mâchoire. Pas son dernier combat, mais l'autre, juste avant, il s'était fait passer le KO justement par Gerald Washington. Ils ont le même adversaire à 6 mois d'intervalle. Kovnacki a gagné par KO 2e round. Helenius, chez lui, a perdu par KO 8e round. Donc il n'y a pas de règle de 3 en boxe. Oui, parce que Helenius, en début de carrière, on commençait à le surveiller parce qu'il était invaincu. Puis c'est très rare qu'un boxeur, pas juste polo, mais tout court, sort de la Finlande. Et là, quand l'entonnoir s'est présenté, que là, on regarde les noms qu'il a affrontés, c'est des gens qu'on connaît très bien parce qu'ils l'ont soit, je pense dans le cas de Johan Duhaupas, affronté Deontay Wilder, on a eu la chance de le voir en long et en large. Dillian Whyte, qu'on a vu contre Oscar Rivas et bien d'autres, et Washington, ça s'est mal terminé. Donc, on suit la logique. Difficile de penser que le Polonais pourrait, disons, être victime d'une surprise. Mais il conne quand même. Helenius, il a quand même une puissance correcte, surtout qu'il frappe vers le bas avec sa grande taille. Mais parfois, il a tendance vraiment à tomber au neutre et à plus rien faire. Il va falloir qu'il augmente le volume de coups s'il veut résister, s'il veut tenir un peu Kovnacki à distance, qu'il se fasse respecter. J'ai l'impression que Kovnacki va lui rouler dessus. Et Helenius, sa meilleure victoire en carrière, c'était contre Derek Chisora, mais c'était en Finlande. Et quand tu regardes les stats du combat, Chisora a landé 2 fois plus souvent que lui. A landé autant de jabs, a landé 3 fois plus de coups de puissance, mais il a perdu le combat. Comment? On ne sait pas trop. C'est une des pires décisions que j'ai vues dans ma vie. Et c'est son plus gros nom en carrière et il ne méritait pas ce combat-là. Donc, il a des qualités, le Finlandais, mais pas assez pour l'emporter contre Kovnacki, qui est une machine à lancer des coups. C'est impressionnant de voir aller le Polonais. Et comme Andy Ruiz, c'est vraiment... Tu t'y attends pas quand tu le vois. Tu te dis, OK, il a l'air d'un gars en début de carrière qui n'est pas trop en forme. Et finalement, il a un sacré cardio pour lancer autant de coups. Donc, ne vous fiez pas aux apparences avec ce Polonais. Et possiblement beaucoup d'ambiance dans les gradins parce que on sait que beaucoup de Polonais qui vivent aux États-Unis sont davantage concentrés dans la région de Chicago, mais reste que... À Brooklyn aussi. Il va y avoir beaucoup, je pense, de partisans de Babyface. Et, on le voyait avec Szpilka quand il se battait à Chicago, des combats en extérieur. Il y avait énormément de soutien, de rouge et blanc dans le public. Ça risque d'être encore le cas avec Kovnacki, qui est quand même très populaire parmi les immigrants polonais. Tu as évoqué son nom un peu plus tôt, effet à Jacques Bas en demi-finale. Il affronte Razvan Kojanu. C'est un Roumain qu'on a vu contre plusieurs bons boxeurs au cours des derniers mois, que ce soit Joseph Parker, Luis Ortiz, Gorman ou encore Daniel Dubois. D'ailleurs, lui a créé sa propre chance parce que c'est un ancien partenaire d'entraînement de Joseph Parker. On se souvient, au dernier instant, il cherchait un adversaire. Les deux se sont affrontés. Il avait perdu, mais grâce à ce combat-là, ça lui a donné l'occasion de faire un peu d'argent. Mais j'ai l'impression qu'on se sert vraiment de lui comme une marche vers les plus hauts sommets pour Ajakba, qui... a été mis beaucoup de l'avant par PBC, enregistre de très belles victoires par knockout, mais là on a vu dernièrement que plus que ça se complique, là on voit pourquoi il fait partie du lot de boxeurs à surveiller. Puis là je regardais un sondage qui a été publié sur la section boxe de RDS.ca. On proposait un nom de plein de poids lourds invaincus et je dirais pas, n'obtient pas la faveur des amateurs comme la prochaine grande étoile de la division. C'est davantage Daniel Dubois qui est
dans le cœur de nos internautes. Et je suis d'accord avec eux, parce qu'il m'impressionne le Britannique. D'ailleurs, il va se battre contre Joe Joyce, c'est au mois d'avril. Ça va être intéressant. Tout un combat, duel britannique, encore une fois, j'aime beaucoup ce que font les Britanniques. Ils se font affronter entre eux, les boxeurs. Donc quand tu sors de la Grande-Bretagne, tu as déjà affronté des boxeurs de très haut niveau, parfois des anciens ou futurs champions du monde. Donc les boxeurs qui sortent de Grande-Bretagne, ils sont prêts pour le niveau mondial à chaque fois. Ça va être encore le cas. Son dernier combat à Dubois, c'était contre Gorman, qui justement a battu Kojanou, qui était un autre boxeur britannique invaincu. Là, cette fois contre Joe Joyce, médaillé olympique Joyce. Donc ça va être encore une fois intéressant. Et il ne faut pas oublier que Dubois a que 21 ans. Il est très très jeune. Il s'améliore rapidement et j'aime beaucoup les qualités qu'on voit chez lui. Un excellent jab, très compact. Du côté d'Ajagba, 25 ans, c'est encore jeune aussi, surtout pour un poids lourd. Ouais, il y a quoi, 12 combats, je pense, ou ça va être son 12e? Ça va être son 13e. 13e, OK. Et c'est un grand boxeur, il mesure 6 pieds 6, mais surtout, ce qui m'impressionne le plus chez lui, c'est son allonge. 85 pouces, c'est la même que Tyson Fury, c'est la plus longue chez les poids lourds. C'est pas vrai. Il y a un Néo-Zélandais qui mesure 7 pieds 1, qui a une plus longue portée, mais qui n'est pas un boxeur de haut niveau. À part ce Néo-Zélandais, c'est la plus grande portée, 85 pouces, et il y a deux boxeurs qui l'ont, Fury et Ajagba. S'il est capable d'apprendre à utiliser au maximum cet avantage, cette allonge, il va être capable de faire des dégâts parce qu'il a beaucoup de puissance. Quand il allonge bien le bras, qu'il tourne complètement, qu'il va chercher le plus loin possible, il fait beaucoup de dégâts. Mais il a montré une petite craque dans l'armure, comme on l'a dit tout à l'heure, contre Kiladze, qui n'est pas un mauvais boxeur, mais qui n'est pas un boxeur de niveau A. Il a été au tapis, il s'est fait faire mal, donc il a montré qu'il n'avait pas un menton à toute épreuve, que c'était possible de l'atteindre solidement. Et ça, c'est pas bon signe quand tu te fais faire mal tôt dans ta carrière comme ça. Ça veut dire que quand tu vas arriver au plus haut niveau, ça risque de se répéter. Donc on voit des qualités chez lui, mais c'est pas... on voit aussi des défauts qui pourraient être exploités par les boxeurs de l'élite. Quand on parle de jeunes boxeurs prometteurs qui sont à peu près à son niveau en termes de nombre de combats et d'expérience chez les pros, je le mets derrière Dubois, je le mets derrière Ergovic aussi, le Croate qui est assez impressionnant lui aussi. Je le mets pour l'instant peut-être un petit peu légèrement plus connu que Yoka, mais je pense que Yoka a plus de qualité que lui. Il est moins avancé dans sa carrière aussi. Yoka, je pense qu'il a que 7 combats pro. Et pourtant, étant donné qu'il vient de signer avec Top Rank, j'ai l'impression que là, on va prendre une nouvelle vitesse là, dans la... Ouais, et il est déjà parti très très rapidement parce que Yoka, en 7, je pense que c'est 7 ou 8 combats, il a déjà affronté des bons petits boxeurs. David Allen, Mikhail Walish, Alexander Dimitrenko. Ça commence à faire quand même des noms que tu ne retrouves pas normalement dans tes 5 premiers combats. Tu les retrouves plus entre le 10e et le 15e combat. Donc Yoka, ça va très vite pour lui en termes d'adversité, en termes de qualité de boxeurs qui lui font face. Et je pense qu'il ne va pas attendre son 15-20e combat avant d'arriver en championnat du monde. Ça va être avant le 15e à mon avis. C'est de rester un petit peu d'énergie. Il y a un combat, un gala qui est présenté samedi à compter de 20h30 sur la page Facebook de Golden Boy Fight Night. Oscar Duarte contre Andrés Garcia. C'est un duel pour le titre vacant des poids légers de la NABF entre le charismatique cogneur mexicain et le vétéran colombien. Duarte surfe sur une série de 3 victoires depuis qu'il a subi sa seule défaite par décision partagée contre Adrian Estrella en février 2019. Pourquoi Duarte nous intéresse? C'est parce qu'il est entraîné par un certain Joel Diaz. Et il est résolument le côté A de l'équation parce que je regardais la fiche des adversaires que M. Andrés Garcia a affronté depuis le début de sa carrière. 106 victoires, 193 défaites et 11 verdicts nuls. Donc, on veut donner la chance à l'association Duarte-Diaz de cimenter un peu et d'enregistrer une autre victoire à la fiche du Mexicain. J'aimerais bien voir les cotes des preneurs au livre. J'ai pas pris la peine de regarder parce que je me suis dit 1.10. Ce genre de recherche sur Internet générait à quelque part dans le monde de la pollution, donc je me suis abstenu. Donc, c'est ce qui fait le tour complet de l'actualité pour cette semaine. Comme à l'habitude, je vous invite à visiter le rds.ca/balado diffusion, l'application RDS ou encore l'application iHeartRadio pour découvrir tout le contenu qui vous est proposé par les artisans de RDS.
Donc, au nom de son Altesse de la mise en onde, M. Alex Gagnon et Adrien Meur, ici Francis Paquin, qui vous remercie d'avoir été des nôtres et qui vous dit à la prochaine. Ciao!